Philosophe, écrivain, voyageur, acteur, journaliste, éditorialiste de presse écrite, radiophonique et télévisuelle, personne avec autisme militant pour la dignité des personnes autistes, surdoué, hyperpolyglotte, traducteur, docteur en philosophie, en sociologie, diplômé de Sciences Po Paris, Joseph Chovanec est là. Merci beaucoup de sa présence. Il m'est demandé ce matin de l'accueillir au nom de l'association, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, mais aussi de vous le présenter. Cependant, dans l'assistance, qui ne le connaîtrait pas, qui n'aurait lu aucune de ses traductions, aucun de ses livres, aucun de ses articles, entendu aucune de ses émissions, vu aucune de ses apparitions télévisuelles. Pour cette hypothétique personne, je pense plus pertinent de lui conseiller de lire les 10 pages très denses de l'encyclopédie Wikipédia le concernant que de nous faire attendre un peu plus son intervention. Nous avons essayé de le suivre dans son parcours extraordinaire jusqu'à ce que, maintenant, il soit même parrainé officiellement pour la candidature à l'élection du président de la République française. Nous avons essayé, je souhaite seulement maintenant rappeler quelques souvenirs des liens qu'il a tissés avec l'association. Nous avons fait sa connaissance en tant que discret mais parfait traducteur du livre de Tony Attwood, qui reste par ailleurs une très grande référence sur le syndrome d'Asperger. Malgré un emploi du temps très complexe entre différents voyages, il est venu en 2012 à Lille. Il s'agissait de la première conférence organisée par l'association dans un amphithéâtre totalement comble. Toutes les personnes présentes, celles avec autisme et celles qui ne le sont pas assez, se souviennent de la qualité de son intervention et aussi de son humour, en particulier une diapositive sur la question « Qu'est-ce que la normalité ?» avait fait éclater de rire. Attention, ce n'est qu'une métaphore. Dans la seconde de sa présentation, les 450 spectateurs. Il s'agissait d'une courbe de Gauss, avec à gauche le penseur de Rodin, à droite un singe faisant un magnifique doigt d'honneur, et au sommet de la courbe, la photo d'un président de la République française autoproclamé normal. En 2017, pour les premiers Aspie Days, il était retenu en Nouvelle-Zélande, invité à séjourner dans le Randall Cottage à Wellington, en reconnaissance de ses talents d'écrivain. Depuis cet autre côté de la planète, tout en rendant en visioconférence son rapport sans concession sur le devenir professionnel des personnes autistes à la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Madame Ségolène Neuville, il continuera cependant à nous prodiguer, malgré la distance, des conseils précieux et des encouragements pour ce premier salon. Et nous voici ce 4 mars 2022, premier jour de ce deuxième salon, Aspie Days, qui sans lui n'aurait pas eu lieu. En effet, anticipant l'affaiblissement de la pandémie, il nous a conseillé, à raison, de le maintenir aux dates prévues. Il nous a aidés en participant notamment au choix des différents thèmes abordés. C'est donc avec une grande reconnaissance de son aide régulière et bienveillante depuis nos débuts, de son engagement pour l'amélioration de la prise en compte des personnes avec autisme, que nous l'écoutons maintenant sur l'interprétation de l'humour des personnes avec autisme. Merci d'avance. Merci beaucoup. Je suis très touché d'être des vôtres. Merci d'avoir bien voulu m'inviter. Très intimidé par la présentation qui vient d'être faite, je dois l'avouer. Je dois présenter mes excuses. En effet, j'étais absent lors de la première édition. J'étais en Nouvelle-Zélande, mais ce n'était nullement par reconnaissance de talent supposé d'écrivain. C'était par effet du complot autiste. Parce que le directeur de la Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande de l'époque, je crois, était membre du club. Et donc, c'est ce qui a fait jouer, comment dire, cette invitation qui m'a été adressée alors. Donc, d'où mon absence en 2017. En tout cas, c'est une joie d'être des vôtres.
j'ai tout de même un problème. Parce que autant l'humour est drôle par définition, autant parler de l'humour, c'est beaucoup plus chiant que ça, quoi, hein. C'est même hautement technique, hein. Donc d'avance, mes plus plates excuses si je me perds, si je vous perds dans je ne sais quel détail technique. Et aussi mes excuses si ma façon, comment dire, de prendre plaisir à l'évocation de tel ou tel détail qui me paraît intéressant ne vous plaît pas et n'est pas partagé avec vous. Donc d'emblée, ces deux excuses-là peuvent et doivent être dites. Je dois essayer cette petite machine. Ah oui, elle fait défiler les images, c'est formidable, hein. Alors, tout d'abord, il y a une idée, hein, qui est largement répandue dans le public, même dans les manuels savants, quoi, hein, à savoir donc que les personnes autistes sont ou seraient dépourvues d'humour. Cette idée, elle a une origine bien précise. Je pense qu'elle vient du fameux ouvrage fondateur du docteur, non pas Hans Asperger, mais Johann Asperger. Et en particulier, je crois que ce sont ces quelques lignes qui ont joué. Alors c'est un extrait, en ouvrant même deux extraits, si vous le voulez bien, deux extraits de la thèse fondatrice qui était donc aussi le travail de recherche du docteur Asperger sur, je cite le titre et le traduis à ma façon, donc les psychopathes autistiques, hein, durant l'enfance, hein. Voilà. Et donc, si on reprend le texte, j'espère que oui, il y a un petit pointeur. Donc, l'un des traits marquants ou déterminants de ces enfants est leur absence d'humour, hein. Ils, entre guillemets, ne comprennent aucune blague. Fin de la citation, hein. Ça doit être sans doute une phrase que quelqu'un a rapportée sur ces enfants-là, hein, et certainement pas lorsque cette blague ou cet humour s'oriente contre eux-mêmes, hein. Donc, pas d'autodérision, toujours selon évidemment le docteur Asperger, hein. Et ça c'est un point très intéressant, ce qui est aussi une raison pour laquelle, enfin une raison supplémentaire, pour laquelle ils sont harcelés, hein, vous voyez. Alors on pourrait presque ajouter que le verbe qu'il utilise pour harceler, ça dérive de son propre prénom Hans, quoi, hein. On peut faire presque un jeu de mots additionnel, quoi, hein, voilà. Donc parce que celui qui sait rire de lui-même élimine, j'allais dire, ce qui est marrant dans la blague dirigée contre lui. Alors cette petite phrase, on la retrouvera à la fin du propos lorsque j'essaierai de partager quelques traits, à mon avis, de l'humour des personnes handicapées destinées précisément à faciliter leur intégration, hein. Ensuite, je continue le texte du docteur Asperger, quitte à ne pas être forcément d'accord avec lui, hein. Voilà. Donc, ces enfants ne peuvent pas être réellement gais, hein, ou heureux, hein. On saute une petite ligne, hein. Donc, lorsqu'ils sont de bonne humeur, cela paraît désagréable, c'est exagéré, comment on peut dire, distordu, hein, sans mesure ou hors de toute mesure, hein. Donc, ils sautent et font en fait le bazar dans la pièce, quoi, hein. Ils ne maîtrisent plus les distances, hein, donc sont pesants et agressifs, quoi, hein. Donc là, c'est une critique très forte, hein. Mais dans un domaine, ils sont créatifs, hein, donc dans les jeux de mots, hein, à savoir comment on peut dire, les manipulations de mots, les effets, et puis donc qui s'obtiennent à partir des ressemblances sonores, quoi, etc., etc. Donc là, si on en croit le texte fondateur du docteur Asperger, eh bien, donc les autistes seraient marqués par une absence d'humour, hein, et en particulier absence de compréhension de l'humour dirigé contre ou sur soi-même. Leur manifestation de joie serait socialement désagréable, donc en fait, ils sont insupportables, pour le dire avec des mots personnels. Et puis également, ils sont créatifs, par contre, dans ce qui est purement manipulation, assemblage de mots, hein.
Et si, par exemple, bon, je ne vais pas vous refaire tout le sketch parce que c'est chiant, donc, lorsqu'il parle par exemple de l'un des enfants, Haro, là, hein, donc en gros, il le décrit, alors ça c'était l'une des grandes idées du docteur Asperger, c'est que les enfants autistes seraient des aristocrates dégénérés, hein, pour reprendre l'une de ces expressions qui en fait était une tournure assez courante dans les années 20 et 30, quoi, hein. Et donc, il dit que cet enfant, donc Haro, hein, il aurait une certaine dignité, quoi, entre guillemets, hein, qui donc est relativement ridicule, hein, par rapport aux autres enfants, ou pour les autres enfants plutôt. Et donc là, un point intéressant, quoi, hein, il ne comprend aucun humour, etc., surtout lorsqu'il est dirigé contre lui-même. Et lorsque, où est-ce que, oui, il est désobéissant, etc., etc., quoi, hein, et lorsque on essaye de le taquiner, hein, eh bien, il répond avec violence, quoi, hein, voilà. Ça, c'est, je dirais, le descriptif du docteur Asperger. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas, hein, mais en tout cas, je crois que tout simplement, lorsque la personne est confrontée à des niveaux de harcèlement beaucoup trop graves, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'humour, hein, du moins, c'est ma petite idée. Mais si vous le voulez bien, essayons de faire un petit parcours, un voyage à travers les âges et les cultures pour voir la notion d'humour, d'où est-ce qu'elle nous vient, et gardons à l'esprit la question en quoi des personnes autistes peuvent ou pourraient s'inspirer de telle ou telle astuce, de telle ou telle technique de rire, peut-être pour davantage ou mieux se faire accepter. Tout d'abord, le mot humour en tant que tel est une blague à lui seul, parce que le mot humour vient évidemment du terme humeur, mais avec la prononciation anglaise. Voyez, hein? Et en français classique, hein, on utilisait le terme humeur, hein, quelqu'un qui a de l'humeur, hein, c'est chez Corneille par exemple, hein, quelqu'un qui a de l'humeur, hein, et avec la prononciation anglaise, hein, c'est une sorte de parodie, hein, des Anglais que de parler d'humour, hein, voilà. Et donc dès lors, on peut voir à quel point l'humour s'inscrit dans un contexte biculturel, et cette idée reviendra à plusieurs reprises dans notre propos si vous le voulez bien. Également, peut-être ce que l'on peut remarquer, c'est que le terme humeur lui-même vient d'un concept traditionnel de la médecine, à savoir les liquides du corps, hein. On peut encore dans certains vieux manuels trouver la notion, le terme d'humeur au sens de par exemple tel ou tel liquide du corps qui évidemment induirait un certain état d'esprit, quoi. Ça, par rapport à ces rapports, je dirais, remarques étymologiques, on peut tout d'abord noter que malheureusement, il n'y a pas de théorie ou même de concept de l'humour, ou même un terme qui pourrait rendre exactement l'humour chez les grands classiques gréco-romains, quoi, hein. Bien sûr, les grands orateurs, on peut évidemment penser à Cicéron, Quintilien, on y reviendra, les grands orateurs avaient toutes sortes de trucs rhétoriques pour induire, par exemple, des effets de rire, hein. Mais c'était, si j'ose dire, de l'humour socialement intéressé. C'était, par exemple, lors d'une joute rhétorique pour détruire son adversaire en le tournant en ridicule, hein. Et en particulier, chez Cicéron, on n'a absolument aucune idée d'autodérision, quoi, hein. Bien sûr, il y a cette idée de dignité, hein, prétendue dignité, que l'on ne peut absolument pas, on va dire, remettre en cause, hein. Et j'oserais peut-être en tirer déjà une première leçon, c'est que les notions de hiérarchie sociale sont une sorte de, comment dire, de poison pour l'humour, hein. Et à ce titre-là, je pense, les personnes autistes qui n'ont pas de reconnaissance ou pas forcément de reconnaissance de cette hiérarchie sociale peuvent avoir une sorte d'antidote par rapport à cette extinction de l'humour que l'on peut retrouver chez certains grands classiques. Évidemment, parmi les orateurs mythiques de l'Antiquité, il y a Quintilien. Alors, son traité de l'institution oratoire a été étudié pendant des siècles chez tous les
futur rhéteur, quoi. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Quintilien, en fait, reprend la même, on va dire, vision utilitaire, instrumentale de l'humour que Cicéron. Hein. Mais au début de son fameux traité, hein, qui encore une fois a vraiment marqué les siècles, il fait une sorte de typologie des enfants. Hein. Quels enfants se prêtent à l'étude ou pas, hein. Et ce qui est assez perturbant pour nous, c'est qu'en vérité, les enfants qui sont ses préférés, hein, ce sont les enfants qui sont suivistes, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément une extraordinaire créativité. Hein, voyez. Donc des enfants qui ne cherchent pas à faire rire, ce sont ses préférés. Hein, et au contraire, il se méfie, hein, de ceux qui, j'allais dire, pour ainsi dire, ne cherchent que la blagounette, quoi. Hein. Donc lui, Quintilien, cherche plutôt une forme de docilité. Hein. Et puis, évidemment, il cherche à stimuler chez ses enfants, je le cite, l'ambition, hein, le fait d'avoir un sens de l'honneur, hein, et d'être piqué au vif par les reproches. Fin de citation, quoi. Hein. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas forcément là qu'on trouvera notre bonheur. Hein. Et après avoir parlé de ce sujet avec un certain nombre de gens autistes, le quasi-consensus chez les autistes, c'est que le latin est très chiant, quoi. Hein. Le grec est déjà bien meilleur, hein, en termes de, on va dire, plaisir linguistique. Hein. Mais peut-être pour avoir une sorte de vision du rire un peu plus humaine, on peut se tourner dans l'univers des cultures et religions sémitiques. Hein. Et il y a, par exemple, dans la Bible, plusieurs épisodes intéressants sur le rire. Alors, il y a les 2 rires de Sarah. Hein. Sarah, évidemment, l'épouse d'Abraham. Hein. Alors, je me permets peut-être de prendre cet exemple parce qu'on voit en contraste total avec ce qu'on a vu avec Cicéron et compagnie, l'aspect humain du rire qui va subitement ressurgir et une espèce de typologie du rire que la Bible, dès les premières pages, puisqu'on est dans la Genèse, eh bien, une typologie du rire que la Bible effectue. L'histoire est la suivante. Donc, comme vous le savez, donc Abraham et Sarah étaient déjà âgés et donc évidemment ils voulaient un enfant, quoi. Et ou plutôt n'osaient même plus l'espérer. Et c'est là donc que vient la promesse divine que Sarah aura un enfant. Et évidemment, quand on le lui dit, eh bien donc Sarah dit, donc elle se met à rire, hein, Vatitzrak Sarah, hein, elle se met à rire, hein, dans son cœur, Bekirba. Voilà, et elle dit, je suis donc âgée, quoi, hein, voilà, et mon mari, alors elle dit littéralement, mon Seigneur aussi, quoi, hein, comment est-ce que donc je pourrais être heureuse à présent, quoi, hein, voilà. Et là, il y a une scène assez rigolote parce que en fait, donc le Seigneur demande à Abraham, mais pourquoi Sarah a ri, quoi, hein, et donc Sarah prend peur, hein, et elle le nie, quoi. Hein. Je n'ai pas ri, l'autre Sarakti. Hein, voilà, c'est ce que répond Sarah, quoi. Et le Seigneur répond, si tu as ri. Hein, voyez, c'est un petit peu, hein, presque ce genre de scène qu'on peut avoir, avec tout le respect évidemment dû, qu'on peut avoir par exemple dans certains moments de travail avec des enfants par exemple autistes, où ils cherchent à comprendre pourquoi un tel a ri ou pas. Hein. Donc ici, Dieu semble ne pas comprendre pourquoi les gens rient, hein, pourquoi Sarah a ri. Hein. Et donc Dieu demande une explication à Abraham et à Sarah. Pourquoi est-ce que tu as ri quand je dis que tu auras un enfant, quoi, hein? Et malheureusement, évidemment, Sarah ne répond pas. Elle nie, quoi, hein? Elle dit que je n'ai pas ri, quoi, hein, voilà. Et Dieu répond, si tu as ri, hein, voyez. Ça pourrait un peu aller dans le sens de l'une de ces théories. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Ça a été développé, cette théorie, par la créatrice de la notion de neurodiversité. Hein. Tout le monde parle de neurodiversité, mais
en fait, donc la fondatrice de cette idée. Elle a, comme on va dire, sujet de recherche personnelle, le fait de lister les traits autistiques du Dieu de l'Ancien Testament, quoi, hein, parce que quand on y réfléchit bien, je ne parle pas du Dieu, on va dire, du Nouveau Testament, hein, je parle du Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament a quantité de traits autistes, hein. Il vit au fin fond du désert, il n'aime pas les villes, quoi, hein. Il adore renverser les puissants de leur trône, et ses petits chéris, ce sont les plus marginaux de tous, quoi, hein. Donc ceux qui vivent dans des grottes et il y a des corbeaux qui leur amènent à bouffer, quoi, hein, voyez. Et ça, je veux dire, ça c'est très spécial. Et le Dieu de la Bible, enfin de l'Ancien Testament, il a des accès de colère, hein. Et d'ailleurs, pardonnez le terme, mais il est nul en négociation, quoi, hein. Si vous connaissez l'anecdote de la négociation d'Abraham autour donc du devenir de Sodome, avec quelques petits trucs, on va dire, de vendeur de tapis, vous pouvez rouler Dieu, quoi, hein, dans une négociation, quoi. C'est très saisissant. Et ici, l'anecdote du premier rire de Sarah, qui est donc un rire gêné, un rire incrédule, hein, et le fait que Dieu demande à Sarah, mais pourquoi tu rigoles, hein, quand je te promets les choses que tu veux, quoi, hein, voilà. Donc ça, je dirais, c'est presque une scène de comique, je dirais presque type médico-social, quoi. Enfin, il y a un petit peu de ça, quoi, hein. Sauf que là, en fait, il y a une coupure, hein, de texte à ce niveau-là. Et c'est là qu'on arrive au deuxième épisode où il y a un deuxième rire de Sarah. C'est que, évidemment, Sarah finit par tomber enceinte. Et puis, le fils, donc Isaac, hein, est né, quoi, hein. Et là, Sarah se met vraiment à rire pour la deuxième fois. Mais cette fois, c'est le bon rire, hein. Vatomer Sarah, donc, et Sarah dit tzrok, hein, donc je ris, quoi, hein, et c'est ce que le Dieu m'a apporté, quoi, hein. D'ailleurs, le nom de Isaac, hein, ça vient du verbe rire, quoi, hein. Et ce verbe rire, on le retrouve dans toutes les langues sémitiques, hein. C'est presque une onomatopée, un dahaka en arabe, tsahaka en hébreu, quoi, hein. Vous voyez, et donc c'est vraiment un verbe assez central dans quasiment toutes les langues sémitiques, hein. Alors, dans la traduction musulmane, on ne retrouve pas, on va dire, tout à fait ce genre de rire ouvert, par exemple dans le Coran. Le Coran est un texte plus bref, qui, on va dire, est plus abstrait à maints égards, mais on retrouve la notion de rire, par exemple, dans les traditions du prophète, hein. Voilà, ça, donc ici, nous avons, c'est l'un des rares passages sur le livre, à ma connaissance. On est dans les traditions du prophète rapportées par Abi Daoud, hein, voilà. Et c'est donc une information qui est relatée par Aïcha, hein, donc l'épouse du prophète, quoi, hein. Et donc l'épouse du prophète dit, Aïcha, hein, dit, et le texte précise à nouveau Zawjat an-Nabi, hein, donc l'épouse du prophète, quoi, hein. Là, je ne vous lis pas les petites prières sur le nom du prophète à chaque fois qu'on le mentionne, hein. Et elle dit, je n'ai pas vu Maraïta, hein, voilà, je veux dire, le fond de la gorge, hein, du prophète, hein, c'est-à-dire il ne riait jamais aux éclats, quoi, hein, voilà. Et il ne faisait que sourire, hein, il ne faisait que sourire. Par contre, j'allais dire, les phénomènes naturels l'inquiétaient, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas, on va dire, une vision du rire, on va dire, telle qu'on a pu la voir dans l'autre texte, hein. Alors, pardonnez ces quelques petites remarques, mais c'est simplement pour dire que dans un contexte de majesté, pour ainsi dire, le rire ne se retrouve pas forcément, quoi, hein. Et on pourrait le résumer par cette fameuse phrase, excusez, de la reine Victoria. Oui, c'est devenu légendaire, la reine Victoria des Anglais. Elle avait cette fameuse phrase « We are not amused ». Vous voyez, alors, c'est une phrase qui est attribuée à Victoria parce qu'au public, elle avait toujours un air particulièrement impassible. Et si vous voyez les statues de la reine Victoria, hein, elle a toujours cette tête absolument immobile, quoi, hein. Et donc, il semblerait que ce ne soit pas là son tempérament
totalement réel, hein, que cela soit le résultat du coaching qu'on lui a fait quand elle était jeune reine, quoi. Parce qu'en privé, la reine Victoria était très drôle, paraît-il. Hein, voyez. Donc la fameuse phrase « We are not amused hein, », pour dire qu'en tant que reine, elle doit garder ce fameux air impassible. Petit message à tous ceux dans les médias qui disent que Poutine serait autiste, ils passent totalement à côté de l'essentiel. Hein, c'est que cela fait partie, ce visage-là fait partie d'un apprentissage et cela fait partie en particulier de l'apprentissage des officiers du KGB, hein, puisque, faut-il le rappeler, l'une des premières étapes dans le recrutement des agents du KGB à la grande époque, évidemment, c'était de leur demander de prouver qu'ils étaient en mesure de garder le même visage impassible en toutes circonstances. Je vous épargne les détails, mais par exemple, on les frappait dans le dos et en regardant leur visage et en espérant qu'ils gardent la même face, quoi, hein. Et donc, dès lors, il est totalement absurde de considérer que ce type de visage-là soit un signe d'autisme, alors qu'en vérité, il s'agit simplement d'un apprentissage. L'un des théoriciens, évidemment, de l'humour, et d'ailleurs théoricien de beaucoup de choses, j'ai une certaine faiblesse pour cet auteur, c'est évidemment Bergson. Hein. Il a écrit un opuscule parfaitement lumineux sur la notion de rire, hein, et qui est en fait une compilation d'articles, mais n'importe. Alors, ce que Bergson fait remarquer à juste titre, c'est que premièrement, l'humour est toujours humain, quoi, hein. Les phénomènes naturels ne sont pas porteurs d'humour, à moins que, évidemment, on leur assigne un rôle humain. Hein, si, par exemple, on personnifie tel ou tel rocher, bien sûr, là, il peut être porteur d'humour. Mais seuls les phénomènes humains sont porteurs d'humour. Et on pourrait presque aller plus loin en disant que l'humour, en tant que tel, est un signe d'humanité. Et c'est un point qu'on peut garder en mémoire parce qu'à la fin, lorsque l'on parlera de l'humour en tant que vecteur d'inclusion des personnes, on pourra se le remémorer et se dire que oui, l'humour peut être une sorte de preuve de l'humanité de l'autre, hein, et on peut solliciter cette preuve. Hein. Un point aussi que Bergson fait remarquer, et ça peut être intéressant par rapport à certains, on va dire, certains enjeux ou dérives du petit monde de l'autisme, Bergson fait remarquer que l'humour ou le rire implique, je cite, une anesthésie momentanée du cœur. Parce que pour faire rire, vous devez momentanément oublier, par exemple, tel aspect vexatoire ou tel aspect désagréable que l'humour implique. Donc, si par exemple, vous avez une incapacité à faire abstraction de telle ou telle injustice ou de tel ou tel aspect désagréable impliqué dans votre rire, ou même sur lequel votre rire repose, vous ne pourrez pas faire de l'humour. Et c'est là, je crois, un point particulièrement critique par rapport notamment aux évolutions qui se déroulent présentement en Amérique. Il y a donc certes le politiquement correct, mais même au-delà de cela, c'est cette incapacité à accepter le moindre décalage linguistique visant telle ou telle personne dite minoritaire. Et on en arrive à un stade où en Amérique, mais c'est de plus en plus le cas en Europe aussi, il y a des gens qui ont peur de rencontrer des personnes handicapées, non pas par peur du handicap, mais par peur de ne pas savoir faire usage du bon terme suffisamment politiquement correct. Voyez. Et combien de fois, et c'est de plus en plus vrai, je me retrouve face à des gens qui commencent à bafouiller, terroriser, parce qu'ils ne savent pas s'il faut dire personne en situation de trait autistique ou s'il faut dire personne avec autisme, personne ceci, cela. Et la police du langage devient telle que, de facto, non seulement elle coupe les contacts entre les humains, mais évidemment, elle empêche l'humour, parce qu'elle empêche, pour reprendre le terme de Bergson, cette anesthésie momentanée du cœur, quoi. Hein, voyez, toujours un peu dans ces concepts fondamentaux développés, déployés par Bergson. Bergson résume, c'est un peu grossier ce que je m'apprête à dire comme résumé, que l'humour nécessairement ressemble ou quasi nécessairement à une espèce, je cite, de brimade sociale, parce que l'humour, dans la plupart des cas, cela représente un phénomène de groupe dirigé contre un individu.
Voyez. Et alors, bien sûr, cela peut se faire de façon relativement courtoise, hein, mais le risque que la brimade sociale apparente devienne une brimade réelle ou même brimade majeure est toujours présent. Hein. La seule façon, alors ça, c'est pas Bergson qui le dit, mais je me permets de l'ajouter, la seule façon de mettre fin à ces phénomènes, on va dire, de potentielle pente vers la brimade, c'est... et vous pouvez le deviner en repensant à ce que disait Asperger au tout début, c'est que la personne sur ou contre laquelle le rire est tourné reprenne elle-même l'humour et le dirige contre ou y associe le groupe qui riait d'elle en premier ressort. Hein. Alors ensuite, Bergson détaille ce qu'il appelle les 5 procédés du rire. Hein. Il utilise des termes qui eux-mêmes sont comiques. Il parle tout d'abord de ce qu'il appelle le diable à ressort. Hein. En tant que procédé du rire, vous voyez, c'est dans un spectacle de marionnettes, quand il y a une sorte de diable, hein, et il y a le commissaire qui tape, quoi. Hein. Donc le commissaire tape, le diable se rétracte, puis il ressort à nouveau et le commissaire tape à nouveau. Au bout de la 5e ou 6e fois, tout le monde rit dans la salle, quoi. Voyez. Donc ça, je veux dire, cette espèce d'humour de répétition, quoi, je pense que dans l'autisme, on peut être très fort en la matière. Quoi, hein, voilà. Également, après ce qu'il appelle, je saute quelques lignes qui ne sont pas forcément très intéressantes, et il y a l'effet le procédé qu'il appelle effet boule de neige. Quoi, hein, voyez. Ça, on retrouve ça dans nombre de textes comiques. Hein, donc il y a un petit phénomène qui se passe, et puis ça grossit, quoi. Hein, et puis il y a un phénomène, on va dire, de rire comme cela. Hein. Il y a les procédés d'inversion. Hein, voyez, qui, je crois, se comprennent assez bien. Hein, c'est la fameuse phrase de Karl Marx, hein, que l'histoire passe toujours 2 fois, une fois comme tragédie et une fois comme comédie. Hein, voyez. Donc ça, c'est un truc relativement commun, hein, dans l'histoire, on va dire, du rire ou du comique. Quoi, hein. Mais peut-être l'un des ressorts du comique qui est le plus proche des personnes autistes et que Bergson a je dis, saisi avec une grande justesse, c'est ce qu'il appelle la transposition. C'est l'idée, par exemple, d'utiliser un vocabulaire familier pour parler de choses nobles ou vice-versa, ou un vocabulaire technique pour parler des choses de la vie quotidienne ou l'inverse. Hein. Évidemment, là où on sent venir là, beaucoup de personnes autistes, c'est lorsque la personne autiste utilisera un vocabulaire savant, technique, pour parler de choses quotidiennes. Je peux vous donner un exemple qui m'avait marqué. Hein, j'ai pendant un certain temps assisté à d'éminents cours très savants d'un professeur qui avait dédié sa vie aux langues du Moyen-Orient ancien. Quoi, hein. J'étais, je crois, son seul étudiant. Quoi. Moi, c'est comme ça que ça arrive. Et donc, une fois, c'était le dernier cours avant Noël. Juste avant donc, la fin du cours, il m'avait regardé comme ça avec son regard immobile et il avait dit « J'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai lu hier un texte sur le cholestérol et les dangers du cholestérol par rapport à la circulation vasculaire. Et dès lors, à l'approche de Noël, je dois vous mettre en garde contre l'abus de certains aliments susceptibles donc de développer le niveau de cholestérol. » Bon, je n'ai plus sa phrase exacte en tête, vous voyez, mais c'est ce genre de choses qui, premièrement, repose sur un usage technique de vocabulaire qui est déplacé, en l'occurrence, parce que ce n'était pas un cours de médecine, et d'autre part, une sorte de mélange de contexte, parce que ce genre de choses-là est censé être connu de tous. Cela peut procurer évidemment un effet comique majeur, quoi, hein, voyez. Et Bergson fait tout à fait justement citer l'un de ses auteurs allemands, Jean-Paul, hein, il avait pris un pseudo français. Et donc Jean-Paul faisait remarquer que l'humour s'appuie toujours sur des mots détaillés, quoi, hein. Mais ce ne sont pas les grandes théories qui font rire. Et peut-être que là aussi, les gens autistes peuvent avoir leur créneau lorsque les personnes autistes utilisent des termes ponctuels, des termes excessivement techniques. Hein. Ensuite, évidemment, l'autre théoricien du rire, et je pense que ce sera le dernier que je vous infligerai, si vous le permettez, c'était évidemment
mon papy Zygmunt, voilà, vous l'avez deviné. Voilà. Alors, ce livre-là a connu un succès considérable, notamment, on va dire, dans évidemment les milieux psychanalytiques. Mais pour ainsi dire, je pense qu'on peut quand même en tirer quelques petits éléments. Un premier élément qui va tout à fait dans le sens de ce que l'on disait à propos de Bergson, c'est que ce qui tue, on va dire, le sentiment d'humour ou l'effet comique, c'est lorsqu'il y a une notion d'offense qui est trop forte. Vous pouvez raconter des blagues extraordinairement drôles, mais dès lors que la personne en face de vous se sent offensée, eh bien, il n'y aura plus d'effet comique. Voyez. Donc là, je crois qu'on retrouve un peu cette problématique. Mais ce qui peut être plus intéressant par rapport à notre thème à nous, donc en lien avec l'autisme, c'est que Freud met souvent en lien justement cet effet comique avec ce qu'il appelle la sottise enfantine, voyez, parce que l'enfant justement peut révéler peut-être plus brutalement certaines choses alors que les adultes en principe se censurent davantage. Ça, c'est mon vocabulaire à moi. Et donc dès lors, j'allais dire, si on imite la façon de fonctionner d'un enfant, eh bien, on pourra créer des effets comiques et faire rire. Et bien entendu, c'est là peut-être que la personne autiste pourra avoir un rôle, parce que précisément, c'est les censures sociales de la personne autiste pourraient être ou sont généralement beaucoup moins fortes. Voyez. Et donc, lorsque, par exemple, Freud fait quelques grandes catégories d'humour, lorsqu'il distingue l'humour dit grivois qui attente à la pudeur, l'humour agressif qui fait offense à des personnes, le cynique qui va contre, on va dire, la morale au sens large, et le sceptique qui va à l'encontre de vérités établies. Peut-être que dans au moins 3 de ces 4 catégories, les personnes autistes peuvent être particulièrement, on va dire, fortes. Le dernier point peut-être intéressant dans la théorie de l'humour de Freud, si vous le permettez, c'est lorsqu'il essaye d'enlever tout ce qui pourrait être offensant dans le rire pour ne garder qu'une sorte de mécanisme pur du rire. Et puis, il déduit que oui, des formes d'humour, des blagues, des anecdotes peuvent exister indépendamment de toute offense, même si elles sont peut-être plus faibles, moins mordantes. Et en fait, il dit que ce sont des jeux de mots qui évoquent les jeux de mots de l'enfance. Et c'est là, je crois, qu'on est mûr pour évoquer, à mon avis, l'un des meilleurs humoristes autistes que l'on puisse citer, qui a mis en pratique un peu cela, à savoir donc Raymond DeVos ou Devos, comme il aimait à le prononcer lui-même. Tout d'abord, une petite remarque. Évidemment, ce que je m'apprête à faire comme pseudo-diagnostic de Raymond DeVos, ce n'est pas une démarche médicale. Toutefois, néanmoins, on peut se dire que l'accumulation de traits est tout à fait lourde. Voyez. Donc, Raymond DeVos avait ce fameux visage impassible, cette démarche laborieuse qu'il expliquait par le fait qu'il soit né un pied en Belgique et un pied en France, puisqu'il était natif de Moucron, évidemment. Et puis également le fait qu'il se soit fait arnaquer par tout le monde, et que pendant l'immense majorité de sa vie, il n'ait suscité que le mépris et pour ainsi dire, le rejet universel. Ce n'est que vers la fin que son humour a percé et a connu un certain succès. Mais avec Raymond DeVos, on ne savait jamais si les gens se moquaient de lui ou se moquaient de ce qu'il disait. Il en jouait d'ailleurs considérablement. Alors, quel est le ressort essentiel de l'humour de Raymond DeVos? Tout d'abord, il évite totalement certaines des catégories incontournables des humoristes ou prétendus humoristes, c'est-à-dire, pardonnez d'être cru, il évite totalement la politique et le cul.
Voyez, et ça, j'allais dire, en fait, en apparence, il se prive des deux ressources incontournables des humoristes au sens général. Mais en fait, il a un ressort secret. Hein, et je dirais presque, il applique, sans doute le savoir ou le vouloir, il applique ce que Freud avait essayé de faire, à savoir donc d'éliminer tout ce qui pourrait être vexatoire hein, dans l'humour, et de ne garder que des mécanismes purs. Et comme Freud l'avait vu, hein, on en revient en fait à des jeux de mots de l'enfance. Donc comment procède Raymond DeVos? Raymond DeVos, il juxtapose constamment deux compréhensions du langage. Une compréhension autistique qu'on pourrait assimiler à l'enfance et puis une compréhension d'adulte non autiste. Hein. Et tout l'effet comique, c'est qu'on bascule en permanence du premier registre au second et du second au premier, avec généralement d'ailleurs des superpositions. Hein. Voilà ce que dans le jargon bergsonien on appellerait des interférences hein, entre deux registres. Hein. Donc, pour donner, alors, l'inconvénient avec Raymond DeVos, c'est qu'on peut citer beaucoup d'exemples et ça dérape tout de suite, on a un concours de rire et chansons, quoi, hein, voyez. Mais vous voyez, pour donner un exemple, mais vous connaissez sans doute ce sketch-là, si vous souhaitez acheter à manger, il y a deux possibilités. Hein, soit vous allez au marché, soit vous faites vos courses. Hein, nous sommes d'accord. Hein. Si vous allez au marché, il faut y marcher. Hein, on est d'accord. Hein. Si vous faites vos courses, il faut y courir. Voyez, hein. Sauf qu'on peut observer qu'il y a des gens qui courent au marché. Non. Donc, ceux qui courent au marché, ce sont des fous. Hein, voilà. Et pourquoi est-ce que les fous courent? Parce que, comme me dit, ils n'aiment pas la marche. Ils n'aiment pas la marche, mais, enfin, ils sont fous parce qu'on dit courir comme un fou. Hein. Et pourquoi est-ce que les fous courent-ils? C'est qu'ils n'aiment pas la marche, parce qu'ils la ratent, quoi. Enfin, etc., etc. Mais, donc ça, je veux dire, c'est un effet où on juxtapose la compréhension, on va dire, de type autistique du langage ou d'un enfant, pour parler comme Freud, avec, on va dire, le fonctionnement adulte d'une société adulte. Et c'est un ressort inépuisable d'effets comiques, quoi, hein. Et peut-être justement hein, qu'on a l'habitude dans les grands débats médiatiques d'opposer on va dire, ces impératifs de politiquement correct à l'humour, ben avec Raymond DeVos, il n'y a pas d'opposition, quoi, hein, parce que tout simplement, il s'agit d'un humour qui ne repose nullement sur un phénomène de harcèlement de tel ou tel individu. Il ne s'agit pas d'un humour qui viserait, pour ainsi dire, à souder un petit groupe par opposition, que sais-je, à des règles de morale ou des règles de bienséance. Et peut-être que justement cette forme autistique d'humour-là pourrait être non seulement, on va dire, bienfaisante par rapport à l'esprit ou à la santé mentale des gens, mais pourrait être une piste d'avenir hein, à explorer par rapport, on va dire, à nos sociétés qui semblent avoir perdu hein, cette forme, on va dire, d'humour. La dernière petite diapositive que je me propose de partager avec vous, ce pourrait être donc la suivante. Ce monsieur qui apparaît à l'écran, il a eu un rôle majeur dans ma petite vie. Il s'agit évidemment de Amo Bouakaz, qui a été pendant de longues années homme politique, qui a été adjoint au maire de Paris. Amo Bouakaz, on peut peut-être le dire, est aveugle de naissance. Et donc Amo Bouakaz a été celui qui avait osé me recruter, alors même, pour ainsi dire, et sans exagération particulière, que j'étais dans les poubelles de la société. Et en vérité, travailler pour un aveugle, c'est génial. Parce que, évidemment, vous n'êtes pas discriminé pour votre mauvaise coiffure. Hein. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur de ma vie. Si vous ne savez pas faire un nœud de cravate, ce n'est pas grave. Et par ailleurs, eh bien, avec des personnes aveugles, vous pouvez entrevoir une pluralité des possibles dans le monde. Lors de l'une de nos premières entrevues, il m'avait expliqué que pour lui, aveugle de naissance, faire des discours devant des salles remplies, ce n'était pas incommodant parce que précisément, il ne voyait pas la foule.
Ce qui est un point relativement intéressant vu comme cela. Et donc, pendant ces années que j'ai travaillé à ses côtés, j'ai pu voir combien Amou Bouakaz avait développé un sens de l'humour, mais un sens de l'humour stratégique destiné à sa propre inclusion. Voyez, parce que quand vous êtes une personne handicapée, ou alors quand vous êtes une personne bizarre pour je ne sais quelle raison d'origine étrangère et tout ce que l'on peut imaginer, à chaque fois, j'allais dire, vous devez, en l'espace de quelques secondes, rassurer votre interlocuteur. Et vous devez donc, à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, caser une blague en l'espace de peut-être quelques secondes. Et Amou Bouakaz avait développé au cours de ces années de pérégrination sur Terre toutes sortes de blagues pour précisément créer ce lien humain. Et c'est cet humour en tant qu'instrument d'inclusion m'avait donné beaucoup à réfléchir et à rire accessoirement aussi. Et donc ce rire-là repose sur plusieurs éléments. Premièrement, le fait d'avoir une bibliothèque mentale de blagues, parce que même en essayant de faire de son mieux, vous ne trouverez pas spontanément toujours des idées nouvelles dans chaque situation où vous rencontrez une personne nouvelle. Donc dès lors, il faudra faire usage d'une certaine bibliothèque d'anecdotes. Il faut avoir une excellente mémoire en la matière. D'autre part, également, bien sûr, l'idéal, et là vous êtes sûr de n'offenser personne, c'est de faire de l'autodérision, quoi. Voyez. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en Amérique, actuellement, avec le développement du politiquement correct, quasiment la seule forme d'humour qui se soit maintenue, soit justement l'autodérision. Et Barack Obama était particulièrement doué en la matière. Et Amou Bouakaz, justement, pratiquait cette autodérision. Autodérision, évidemment, par rapport à lui-même en tant qu'aveugle ou en tant que personne d'origine algérienne, quoi. Voyez. Ça, je crois que c'est très important. Donc, cette autodérision-là, pour reprendre la remarque initiale de Bergson, crée ce sentiment d'humanité chez l'autre et donc chez vous-même aussi, par la même occasion. Et là où peut-être, et j'ai pu l'observer, Amou Bouakaz avait une carte absurde maîtresse pour faire des blagues, c'est justement parce que les autres sont tétanisés par le politiquement correct, sont tétanisés par le fait de ne pas savoir utiliser la bonne tournure politiquement correcte face à une personne aveugle d'origine algérienne. Et donc Amou Bouakaz pouvait abattre sa carte maîtresse justement en rigolant de cela. Et ça faisait un bien fou aux gens, quoi. Voyez. Donc d'une certaine façon, ce n'était ni, pour reprendre la typologie freudienne, ni un humour grivois au sens de atteinte à la pudeur, ni un humour agressif parce que dirigé contre telle ou telle personne, ni un humour cynique parce que contraire à la morale, aux bonnes mœurs ou sceptique contre des vérités, mais c'est une catégorie nouvelle d'humour parce que cela s'attaque à des blocages, on va dire stupides, qui n'ont pas lieu d'être dans la société. Et donc, au cours des années, j'essaie d'apprendre, j'essaie de transposer toutes sortes de blagues que Amou Bouakaz pratiquait sous mes yeux dans ses interactions sociales. J'avoue que j'ai du mal. Je ne suis pas doué comme peut l'être Amou Bouakaz, ou alors pour citer quelqu'un d'autre qui est un ami et qui m'a beaucoup inspiré, Ada Abdelli, qui est dans la série Vestiaire. C'est le chef de bande de la série Vestiaire, si vous connaissez cette série sur France 2. Et donc, lui aussi, Ada Abdelli, il n'est pas aveugle, mais il a un autre handicap, et également d'origine algérienne. Et Ada Abdelli a développé, lui aussi, ce système, on va dire, d'humour stratégique pour se faire accepter. La seule façon peut-être de se faire systématiquement accepter, c'est de réussir à faire rire l'autre. Et là où frôle le génie, c'est que lorsque l'humour devient une sorte d'impératif vital, et ces personnes-là parviennent à l'articuler sans jamais offenser qui que ce soit. C'est là que véritablement l'esprit peut nous donner bien à réfléchir. Alors,
je pense que je ne vous accablerai pas plus longtemps pour avoir peut-être quelques minutes supplémentaires pour la discussion. Je me permettrai, si vous le voulez bien, de citer une petite histoire qui montre un peu combien les personnes, les enfants autistes peuvent nous aider précisément à nous décoincer en matière de rire. C'est une histoire authentique, c'est une histoire qui se passe dans une petite classe où il y avait donc des enfants non autistes et un enfant autiste. Et les enfants non autistes, évidemment, jouent à la dinette et l'enfant autiste ne joue pas à la dinette. En fait, c'est tout le dilemme, c'est de savoir si c'est lui qui ne veut pas jouer avec eux ou si ce sont eux qui ne veulent pas jouer avec lui. Le médecin dira toujours que c'est l'enfant autiste qui refuse du fait de son autisme de jouer avec les autres, mais c'est sans doute l'inverse qui est vrai. Donc on demande aux enfants non autistes, pourquoi est-ce que vous ne jouez pas avec votre camarade? Et les enfants non autistes répondent, ha ha ha, parce qu'il est bête, il ne sait pas jouer à la dinette. Bon, on prend l'enfant autiste de côté, on lui demande pourquoi tu ne joues pas avec tes camarades. Et là, l'enfant autiste répond, ils sont trop bêtes, ils ont des bouts de plastique et ils croient faire la cuisine. On est toujours l'idiot de quelqu'un d'autre et c'est très bien comme cela. Après tout, pourquoi faudrait-il systématiquement être considéré comme le plus intelligent? Ça, c'est chiantissime, au fond. Et comme on pourrait presque le faire remarquer en cette période politiquement chargée, vous savez, exercer un poste dominant en politique de type Premier ministre ou président, ça n'exige aucune compétence intellectuelle. Et oui, c'est comme ça. Et je pense pouvoir un petit peu parler en connaissance de cause pour avoir un petit peu côtoyé ce bas monde-là. Voilà. Et puis, vous voyez, c'est toujours, ça me fait penser au roi Umberto d'Italie, lorsqu'il était mourant, son successeur, qui était près de son lit mortuaire, s'inquiétait, comment je vais faire pour être roi d'Italie, etc. Et Umberto mourant dit à son successeur, ne t'inquiète pas, être roi d'Italie, c'est très simple, il suffit de savoir monter à cheval et chanter l'hymne. Voilà. Donc, d'une certaine façon, il ne faut pas croire qu'il soit absolument nécessaire pour être heureux de passer pour intelligent aux yeux de la multitude. Et puis je terminerai avec une phrase que j'aime beaucoup, cette phrase que sans doute vous avez peut-être déjà entendue. C'est une phrase du préambule de la Constitution suisse. Dans sa version française, elle s'énonce comme suit, c'est que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup. À Joseph. Poursuite le débat. Ah, pardon. Bonjour Monsieur Schlavenek. J'ai une question. Alors, étant moi-même autiste Asperger, donc je suis dans un dispositif où j'ai pu côtoyer d'autres autistes, enfin personnes portant un trouble du spectre autistique, et j'ai vu qu'il y a un sujet qui revient régulièrement, c'est que rire en soi, le fait de rire, c'est très compliqué pour certains autistes, au sens où j'ai un ami qui disait, moi j'ai dû trouver mon rire, bon c'est un peu le cas aussi pour moi, c'est-à-dire que comme rire pour nous c'est pas naturel, quand il y a quelqu'un qui dit une blague et tout le monde rigole, bah du coup on essaie de trouver un rire, mais rire normalement, c'est-à-dire qu'il y en a des fois qui rigolent mais on sent que c'est forcé,
D'autres, des fois, voilà, des fois, il y a cette espèce de sensation de malaise où on a l'impression que la personne se force à rire ou que le rire n'est pas naturel. Donc, beaucoup d'entre nous, des fois, on cherche à trouver un rire qui passe, un rire qui semble à peu près naturel et c'est vraiment pas évident. Donc, du coup, est-ce que vous avez trouvé votre rire? Est-ce que quand quelqu'un dit une blague, vous rigolez voilà, et quels conseils vous donnerez à des personnes autistes qui justement aimeraient participer à des scènes de rire collectives, mais qui encore cherchent leur rire un peu? Oui. Merci beaucoup pour la question. Alors, quelques peut-être idées personnelles, mais qui n'engagent que moi, au sens où c'est à chaque personne de trouver sa réponse à la question. Alors, je pense que d'une part, si vos amis vous rejettent, de par votre façon de rire, ce ne sont pas vos amis. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est une réflexion personnelle. Un autre point, si vous voulez être sûr de ne pas, par exemple, avoir un rire par sa sonorité ou autre en déphasage par rapport aux conventions sociales, vous pouvez suivre tout simplement le conseil de Aïcha, l'épouse du prophète de l'islam. Voyez, donc, il ne faut pas qu'on voit le fond de votre gorge. C'est un peu ce qu'elle disait, quoi. Donc, essayez peut-être, si vous voulez, vous pouvez rire un petit peu pudiquement, vous pouvez faire, voyez, comme ça. Là, ça passe dans tous les cas de figure. Mais de grâce, ne faites pas comme la reine Victoria. We are not amused. Ne faites pas ça, quoi. Parce que si vous procédez comme cela, eh bien, vous tomberez dans précisément les clichés que décrivait le docteur Asperger, quoi. Pour lequel je pense que c'est connu, je n'ai pas la moindre sympathie pour différentes raisons, quoi. Et donc, il ne faut pas, j'allais dire, se priver de rire pour se faire accepter. Ça, c'est une logique totalement perverse parce que ça aboutira à l'effet inverse de ce qui était recherché, quoi. C'est ça, j'en suis convaincu. Par contre, une façon de se sortir par le haut du dilemme que vous posez, c'est que vous soyez la source du rire, quoi. Et donc, c'est vous qui racontez, par exemple, les anecdotes, etc. Et quand c'est vous qui parlez, eh bien, évidemment, on écoutera vos paroles et non pas votre rire, quoi. Voilà. Les vrais humoristes, les vrais comiques eux-mêmes évitent de rire. Alors, il y a toutes sortes de techniques que les humoristes utilisent pour bloquer le rire à eux pendant qu'ils sont sur scène, quoi. Par exemple, ils font semblant de tousser, quoi, quand ils peuvent plus s'empêcher de rire eux-mêmes. Mais voilà, c'est tout un apprentissage. Les humoristes professionnels, en principe, ne sont pas censés rire eux-mêmes de leurs propres blagues. Voilà. Donc, ça mène à certaines dérives parce qu'en fait, ils sont souvent tellement nuls qu'il ne faut même pas rire les autres. Et donc, ils croient qu'ils se sont empêchés victorieusement de rire, mais ce n'est pas une belle prouesse parce que justement, c'est qu'il n'y avait rien de drôle. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat, c'est un autre problème, quoi. Je ne sais pas si mes quelques mots répondent à votre question. Merci. Juste une information. Il y a des personnes qui regardent donc en visio. On vous demandera de vous lever lorsque vous poserez votre question. Il y a 4 micros, donc 4 personnes qui vous les apporteront par l'eau. Levez la main si vous avez des questions à poser. Bonjour. Moi, le problème, j'ai un fils de 12 ans et il a beaucoup d'humour. Et justement, c'est un petit clown. Et ça pose problème parce qu'en fait, on me dit souvent il est pas autiste parce que justement, il a beaucoup d'humour. Le problème, c'est que s'il est autiste avec tous les problèmes qu'il y a derrière et que c'est dur à gérer en fait. Et que je me disais, c'est que faire parce que
vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes, le fait que c'est... alors, je ne veux pas l'empêcher d'avoir beaucoup d'humour et d'être un petit clown, mais à côté de ça, et en plus, à côté de ça, il est dépressif, il a d'autres problèmes à côté à gérer. Et donc, je me pose cette question de... Merci beaucoup. Alors, je crois, si vous le voulez bien, votre témoignage est l'une des meilleures façons de formuler les effets pervers du texte du docteur Asperger qu'on a vu au tout début. Ce texte-là a eu un effet ravageur parce que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens, même de grands professionnels, sont convaincus que les autistes n'ont pas d'humour. Mais simplement, si on lit attentivement le texte du docteur Asperger, il y a beaucoup de non-dits. Et à mon avis, en fait, il ne dit pas exactement que les autistes n'ont pas d'humour. Simplement, il dit que l'humour des enfants autistes lui paraît à lui un professionnel déplacé. Et puis, par ailleurs, il y a des brimades, du harcèlement, et donc les enfants autistes de son établissement se réfugient dans cette espèce de silence et essayent de se protéger des agressions des autres en adoptant l'attitude dite majestueuse, la reine Victoria, le « we are not amused ». Voyez. Donc, mais cette attitude-là pourrait ne pas être un trait autistique, mais ça pourrait être juste une tentative de se protéger d'un environnement inapproprié. Donc, inapproprié au sens des attaques des autres enfants, ils ont toutes sortes d'autres diagnostics, je ne sais trop quoi, et puis aussi peut-être même surtout des attaques des professionnels, attaques pas forcément au sens physique, quoique, mais on va dire mauvaise compréhension ou tentative constante de normaliser le rire de la personne en face de soi, etc. Donc, il se pourrait que l'absence d'humour que Asperger attribue aux autistes soit en vérité la résultante des mauvaises conditions de vie, de travail ou de l'environnement que Asperger donnait. Et dès lors, j'allais dire, on voit le côté vicieux du texte d'Asperger parce que cela mène des décennies plus tard aux situations que vous décrivez, à savoir que les grands pontes de la médecine aujourd'hui encore soient convaincus que les autistes n'aient pas d'humour. Alors même que naturellement l'inverse est vrai. Alors, par rapport au fait que tel enfant soit en apparence presque simultanément un petit clown et de grosses tendances dépressives, malheureusement je pense que ça se comprend. Lorsque par exemple vous devez constamment faire de l'esprit, faire des blagues avec tout le stress auquel c'est associé, c'est épuisant. Vous ne pouvez pas le faire en permanence. Ça a un terrible coût en termes d'énergie, d'où les phases, on va dire, de repli, les phases de tristesse et compagnie. Vous savez, les grands humoristes, en dehors de la scène, sont souvent des gens très solitaires, misanthropes, et avec, on va dire, des états d'âme pas forcément très réjouissants, quoi. Et il se trouve que j'ai des amis qui ont pu travailler avec certains hommes de scène très connus de l'ancien temps, enfin, qui se décédaient aujourd'hui, et qui vous diraient la différence totale entre la personnalité sur scène et en dehors de la scène. Ce n'est pas que la personne soit au sens populaire du terme schizophrène avec deux personnalités en une, c'est pas ça. C'est simplement que l'effort considérable pour développer, articuler les blagues se paye, quoi. Je crois que ça pourrait être une lecture. Et par ailleurs, deuxième axe d'explication potentielle, plus la personne est rejetée, plus la personne est dans une situation difficile, plus elle se sentira obligée, plus elle se sentira tenue de faire de l'esprit en tant que seul échappatoire, seule porte de sortie. Ce qui, j'allais dire, marche souvent, mais j'allais dire, cet humour peut être, on va dire, le radeau de survie de la personne. Donc, peut-être qu'au fond, l'enfant n'est pas si marrant que cela, mais que, je dirais, cet aspect clown, c'est une personnalité, une persona au sens étymologique du terme, que l'on se construit précisément pour être accepté, quoi. C'est une tentative d'interprétation. Je n'ai pas la chance de connaître votre enfant, mais je pense qu'on pourrait voir ces quelques niveaux de lecture peut-être.
Je voudrais savoir en fait votre point de vue sur à quoi sert l'humour. Parce que moi, en fait, j'aime bien l'humour pour ce qu'elle me procure dans la santé. Mais je vois. Et après, j'aimais bien me sentir pas rejeté en utilisant l'humour. Mais à part ça, je vois pas d'intérêt à l'humour en fait. De très très bonnes remarques que vous proposez. Alors l'intérêt, on va dire, de l'humour pour tenter de répondre par une mauvaise boutade, c'est de donner tort aux psychiatres, quoi, hein. Voilà, qui disent que les autistes n'ont pas d'humour. On pourrait formuler les choses sous cet angle-là, quoi, hein. L'intérêt de l'humour, ça pourrait aussi, deuxièmement, de tenter d'aider les non-autistes, hein. Ah, c'est une autre utilité de l'humour, hein, voyez-vous. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous dans l'absolu. L'humour n'est pas forcément une chose métaphysiquement nécessaire, hein. C'est un petit agrément de la vie, quoi, hein, mais il ne s'agit nullement, hein, d'une chose nécessaire, hein. Voyez, il y a ce fameux texte, bon, même plusieurs textes sur le divertissement, hein, chez Pascal. Alors, le divertissement au sens classique du terme, hein, ça consiste à se détourner, hein, de ce qui est important ou réellement important pour des futilité ou semi-futilité de la vie, quoi, hein. Parmi, je dirais, ce divertissement au sens premier du terme, hein, on peut citer toutes sortes de choses. On peut citer la chasse, les jeux, on peut citer les bavardages de salon, on peut citer beaucoup de choses, hein, voyez. Mais parce que dans cette conception-là des choses, la personne qui ne se divertit pas est confrontée à je dirais, cette immensité de l'univers, quoi, hein, qui peut être effrayante, quoi, hein, vous voyez, cette sensation, hein, existentielle, quoi, hein, d'être face à l'infini, quoi. Donc l'être humain, je dirais, a pour faiblesse d'avoir besoin de divertissement, hein. Si par contre, par votre réflexion, par votre maturité, vous êtes en mesure, de contempler, quoi, une certaine réalité, dire rude, hein, sans avoir besoin de divertissement, comme dirait l'autre, je vous tire le chapeau, quoi, hein, c'est excellent. Mais l'immense majorité des êtres humains ont besoin d'un divertissement pour ne pas songer, par exemple, aux tristes réalités de la vie, la mort, la maladie et autres, je dirais, choses, qui nous attendent ou qui rôdent autour de nous, quoi, hein, vous voyez ça, je crois. Mais sur le fond, dans l'absolu, vous avez parfaitement raison qu'il n'y a pas de nécessité absolue, quoi, à être un clown, quoi, hein. Simplement, dans la société des humains, cela fait partie des conventions et cela fait partie de ce qui est utile aux autres, hein. Si vous êtes utile aux autres en les faisant rire, ils vous aimeront bien, hein. Ils vous donneront à manger, ils vous donneront même quelques piécettes peut-être, hein, voyez, parce que les non-autistes ont critiquement besoin de vous, hein, justement, hein. Bref, et d'ailleurs, vous pourrez le remarquer, généralement, les personnes qui réussissent dans l'humour sont des gens qui proviennent d'environnements marginaux, alors liés au handicap, à l'origine géographique, etc. Ça, c'est toujours, je dirais, une sorte d'ultime tremplin du salut, hein. Pendant longtemps, les personnes autistes ou ayant toutes sortes de handicaps gagnaient leur vie en allant dans les foires, et en présentant, je dirais, leur bizarrerie. C'était les, entre guillemets, monstres au sens exact, c'est-à-dire les personnes que l'on montre, hein, voyez. Et donc jusqu'à une époque récente, hein, c'est comme cela que certaines personnes autistes gagnaient leur vie, hein. Et je dois vous avouer, bon, c'est peut-être désagréable ce que je m'apprête à dire, mais plus d'une fois au cours de mes années de saltimbanque dans l'autisme, j'ai eu l'impression à nouveau d'utiliser ce rôle-là, quoi, hein, vous voyez, dans les foires de naguère, des foires des villages où le monstre montait sur un tonneau et il amusait la foule et en échange, il recevait un petit peu à manger et puis c'était la fête, hein. Donc, et c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les personnes handicapées existent, quoi, hein, parce que la société humaine ne pourrait pas tourner sans elles.
Bon, pardonnez cette réflexion un peu troublante peut-être. Merci. Alors, une question qui nous vient du net et qui émane de Virginie. Alors, je vous la lis telle qu'elle. Quand je suis avec des personnes qui font des blagues, souvent je ne les comprends pas ou mets un certain temps. Souvent, je suis le rire des autres, sans forcément comprendre. Ça rejoint la première intervention de tout à l'heure, je pense. Parfois, une situation me paraît très drôle et je suis la seule à rire. Ça peut créer des tensions. Comment réagir dans ce cas? Merci Virginie. Merci beaucoup pour la question. Alors, en vérité, le fait, par exemple, de ne pas comprendre les blagues, rassurez-vous, c'est normal. En fait, les non-autistes eux-mêmes ne comprennent pas les blagues. Simplement, les non-autistes savent faire semblant qu'ils ont toujours bien tout compris. Et c'est pour cela d'ailleurs que chez les non-autistes, au-delà du rire, on va dire réel, il y a un phénomène d'imitation du rire de l'autre. Donc même quand on n'a pas forcément compris la fine pointe de telle ou telle situation, de telle ou telle blague, on peut faire semblant d'avoir compris. C'est par pure imitation, ou pour le dire méchamment, par réflexe moutonnier. Donc, si vous voulez passer pour normal, il suffit toujours de singer ce que font les gens les plus respectés du groupe où vous êtes, quoi. Ça marche aussi à l'école ou à l'université. Si vous voulez avoir les meilleures notes, recrachez toujours au prof ce que lui-même a dit. Il le trouvera follement original et il jugera que vous êtes une personne d'une créativité extraordinaire, quoi. C'est comme cela que fonctionne la société des humains, quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. D'ailleurs, l'une des fonctions, on va dire, de l'humour, c'est une fonction ancestrale, c'est de tenter d'évaluer, on va dire, l'esprit des gens. L'esprit en français classique, le quotient intellectuel, comme on dirait de nos jours. C'est évidemment une mauvaise évaluation de quelque chose qui n'a pas forcément de réalité concrète ou médicale, mais que voulez-vous, la société humaine est obsédée par les hiérarchies et obsédé constamment par les combats de coq pour savoir qui aura le dessus sur l'autre, par plus ou moins stylisé. Ça donne les joutes oratoires de salon, et ce n'est pas d'ailleurs un hasard que les aristocrates du temps classique qui ne se faisaient plus la guerre, eh bien, se soient livrés à des joutes oratoires en salon. En vérité, c'était la continuation de la guerre par d'autres moyens, quoi, si j'ose reprendre cette phrase-là. Donc, ne vous sentez pas gêné si vous ne participez pas à cette compréhension des choses. D'autant plus, faut-il le redire, que chaque blague s'ancre dans des réalités culturelles que les personnes autistes ne partagent pas nécessairement, parce que la culture autistique, au même titre que n'importe quelle autre culture, a ses spécificités. Vous pouvez avoir face à vous des personnes extraordinairement intelligentes et distinguées. Si on leur raconte des blagues issues d'un environnement culturel qui n'est pas le leur, ils ne riront pas. C'est pour ça que, par exemple, les blagues chinoises ne marchent pas forcément sur des noms chinois et vice-versa. Voyez-vous. Alors, par rapport à l'autre partie de votre question, sur le fait que vous riez alors que d'autres ne rient pas, rassurez-vous, là aussi c'est un signe de bonne santé. Cela veut dire tout simplement que vous avez des aptitudes de rire que d'autres n'ont pas. Donc ne vous inquiétez pas, il ne s'agit nullement d'une chose pathologique. Je dois présenter mes excuses parce qu'en fait, parler du rire, c'est l'une des choses les plus chiantes qui soit. Vous voyez. Donc, ce n'était pas forcément, on va dire, une partie de plaisir que d'essayer de se décortiquer quelques, on va dire, théories et autres lointains manuscrits jaunis par le temps, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, pardon, je pensais que c'était fini. Oui, dites-nous. Bonjour, moi je suis autiste Asperger et je suis soignante aussi, j'ai la double casquette. Et pour autant, je suis en très grande difficulté, autant dans ma vie privée que professionnelle, au niveau de l'ironie, de l'humour noir.
et du cynisme en fait. Parce que pour moi, c'est tout de suite une atteinte blessante, autant pour les patients quand ils sont évoqués, les enfants, les familles, que pour moi-même. C'est de l'ordre de la moquerie. Pour moi, la frontière, elle n'est pas évidente. Voilà. Je voulais savoir comment vous faites vous-même avec ça. Oui, merci beaucoup. C'est justement cette fameuse anesthésie temporaire du cœur, de reprendre le terme. Cette faculté d'anesthésie est plus ou moins présente. Il n'y a pas de seuil dit normal. On peut être plus sensible à certaines choses ou moins sensible selon qui on est, ce que l'on a vécu, et on ne se changera pas à ce niveau-là. Et je comprends parfaitement que vous n'acceptiez pas certaines formes d'humour ou prétendument telles qui peuvent être gratuitement blessantes par rapport à tel ou tel groupe de gens. Il s'agit d'un réflexe tout à fait naturel, c'est parfaitement humain en cela. Peut-être il faudrait, dans ce cas de figure-là, réfléchir à ce que la personne qui fait de l'humour essaie justement de trouver des ressorts de l'humour qui ne reposent pas uniquement sur des stratégies d'attaque contre certains principes ou certaines personnes. Voyez, et là, précisément, cela montre que le travail d'affinage de l'humour n'est pas, on va dire, immédiat et automatique chez tout le monde, que ça demande un travail et que, par exemple, Raymond DeVos était relativement unique au sens où peu d'humoristes réussissent, on va dire, à créer une forme d'humour épuré, donc qui ne soit vexatoire envers personne, quoi. Et peut-être c'est là aussi qu'on se dit qu'on aurait besoin qu'il y ait davantage de gens qui ont une compréhension autistique du langage, pour ne pas dire de personnes autistes, qui se lancent dans ce type d'activité. Parce que, ça ne surprendra guère, c'est une sorte de lieu commun que de le constater tant c'est criant. Les humoristes actuellement les plus connus ne sont pas les meilleurs. Voilà. C'est un euphémisme. Voilà. Alors, une dernière question. Alors bonjour. Bonjour. J'ai déjà donné ma place à une créature cybernétique qui est une créature en chair et en os, donc je vais intervenir. Voyez-vous un lien entre la mauvaise reconnaissance des émotions faciales, qui serait une des caractéristiques de l'autisme, et la difficulté à rire avec des personnes non autistes ? Merci. On peut peut-être prendre la deuxième question, les faire deux en une, si vous le permettez. En fait, la deuxième question est un peu très différente. Moi, je verrais en fait l'humour comme un moyen de défense. Comme un moyen de défense face aux agressions que les personnes autistes puissent subir. Mais finalement, en tant que personne autiste, est-ce qu'on ne pourrait pas faire subir aux personnes non autistiques en fait, ce genre d'humour sarcastique, mordant, qui mettrait en exergue, par exemple, leur moutonnisme, leur conformisme et leur intolérance? Merci. Oui, merci pour votre propos. Alors, faut-il reprendre les mécanismes d'exclusion des autres en les retournant contre eux? À chacun de répondre à cette question. Je ne suis pas sûr que sur le plan éthique, ce soit la meilleure des idées. D'autant plus qu'il n'est pas sûr que ces tentatives d'humour soient efficaces. Pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, pour que l'humour ou le rire soit partagé, il ne faut pas que l'autre soit offensé. Or, justement, les personnes contre lesquelles vous souhaitez diriger vos foudres, eh bien, sont facilement offensables. Et donc, même les blagues les plus fines et les plus drôles n'auront aucun effet. Ça, c'est le risque à prendre. Et ça ne sera pas considéré comme de l'humour. Même si techniquement tout y est, et même si vous avez suivi les meilleurs conseils pour
élaborer vos blagues. Donc, je comprends la tentation, quoi, hein, de retourner les armes, et on pourrait en faire beaucoup. Hein. Il y a eu des sites web, par exemple, sur le Centre d'études des troubles non autistiques. Hein, et pendant des années, je terminais mes conférences en citant toujours l'une des définitions des troubles non autistiques sur ce centre d'études-là. Hein. Voilà, bref. Mais évidemment, ce site n'a pas eu l'effet voulu, hein, parce que les gens auront tout de suite ce réflexe. Vous voyez, la reine Victoria, we are not amused. Hein, voilà, hein, c'est cela, hein, la dignité offensée, quoi. Donc c'est un risque que vous prenez. Ou alors il faut, je dirais, les taquiner un petit peu sans aller au cœur des choses et en se faisant d'eux des alliés. Hein. Vous pouvez utiliser une sorte de stratégie, on va dire, comme on disait dans les pays communistes, on appelait ça la stratégie du salami ou du saucisson. Hein. Vous ne pouvez pas avaler le salami entier, de le découper en rondelles et manger les rondelles l'une après l'autre. Hein. Bon, ça, pardonnez, c'est mon éducation soviétique qui me fait citer ce genre de choses, quoi, hein, voyez. Mais là, par contre, peut-être vous pourriez avoir beaucoup de succès, c'est en vous attaquant non pas aux personnes non autistes, mais par exemple au système politique. Hein. Mais quoique par les temps qui courent, je crois que l'humour politique est particulièrement dangereux. Hein. Donc voilà, les meilleures blagues, c'était toujours les blagues du temps de l'URSS, parce qu'en fait, ce n'était pas des blagues, c'était des descriptions de la réalité, quoi, hein. L'ennui, c'est que ceux qui faisaient ces blagues payaient un prix très, très élevé. Hein. Vous connaissez le dicton « moins tu sais de choses, plus tu vis longtemps ». Quoi, hein. Ça, c'était une phrase centrale en Union soviétique. Quoi, hein. Donc, oui, oui. Et, par rapport à la question qui a été posée en premier, hein, évidemment, quoi, hein, que le non-suivi, on va dire, des visages peut entraver une sorte d'imitation matérielle ou apparente du rire. Hein. Et c'est d'autant plus vrai que la mécanique, on va dire, biologique au sens musculaire, hein, du rire, ce n'est pas un apprentissage. Vous en voulez la preuve, les personnes aveugles de naissance, qui donc n'ont jamais vu un visage, hein, si vous leur racontez des blagues, riront avec exactement les mêmes contractions musculaires que des gens qui voient, autistes ou non autistes d'ailleurs. Hein. Donc il s'agit véritablement d'un mécanisme biologique. Hein. Si, pour une raison quelconque, par exemple il y a l'autisme, vous ne disposez pas de ce mécanisme biologique, hein, pour ainsi dire, oui, vous serez désavantagé parce que vous ne saurez pas faire le même rictus que les autres. Mais si cela peut vous rassurer, les non-autistes, quand ils racontent des blagues, parfois totalement nulles, et que les autres sont censés rire à leurs blagues, ils ne remarqueront même pas que vous ne riez pas de la façon attendue tant qu'ils croiront que vous riez. Voyez ? Hein, ça, je crois, vous voyez, le narcissisme de l'orateur qui se croit drôle fait qu'il ne remarquera même pas si votre rire est un petit peu, on va dire, non normal, pour autant que l'orateur croit que vous riez. Quoi, hein. Donc, même si vous ne faites pas la grimace exactement dans les règles de l'art, ça passera, hein, vous serez accepté. Quoi, hein. Mais simplement, ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est par exemple de casser l'ambiance par exemple d'un orateur qui veut vous faire rire, de faire le fameux « je le refais pour la 50e fois », c'est aussi un procédé comique de la répétition, hein, « we are not amused hein, ». Voilà. Donc, à moins que vous ne fassiez une déclaration de guerre, quoi, évidemment, au groupe dont vous faites partie. Hein. Donc, je ne pense pas que ces problématiques de traits du visage ou de non-lecture des visages ou non-application des rictus du visage soient éliminatoires
pour des personnes autistes. Les autres, tout simplement, ne le remarqueront pas. Le plus important, peut-être, c'est soyez naturel. Vous avez beaucoup plus de choses à apporter à la société en étant naturel, en étant vous-même, qu'en essayant de mimer ou pasticher quelqu'un qui n'est pas vous. Bon, ça pourrait être une sorte de presque maxime de vie, si vous le permettez. Bon, désolé, j'ai trop abusé de votre patience et merci beaucoup. Merci.